Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 30 juin. Au sommaire aujourd'hui, en plateau, nous recevons le préfet du district de Nyons, Olivier Fargeon. Ensuite, préparez vos valises et vos bagages, puisqu'on fera le point avec l'aéroport de Genève juste avant les vacances d'été. Ça tombe à pic. On terminera avec la programmation du cheval. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Bamboulé, Andrea! Ça m'avait tellement manqué de pouvoir le crier. Voilà, tu l'auras deviné avec les tentes que tu as derrière moi. Et je suis sur la plaine de Las, à J-20 de Paléo. Et du coup, je vais te faire un petit tour de ce chantier qui est déjà en train de prendre forme. Les montages vont bon train. On fera un petit tour avec Stéphane Piton, qui est chargé des infrastructures ici à Paléo. On verra bien entendu les repères que tu connais. Tu vois les tentes que tu connais derrière moi. Mais il y a aussi tout un nouveau terrain qui a été réaménagé. Donc, on va visiter aussi les nouveautés ensemble tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Alexandre. En actu, le Conseil d'État a annoncé mercredi la prolongation de la suspension de la municipale nyonnaise Elise Beukel jusqu'au 31 décembre 2022. Le gouvernement vaudois répond ainsi favorablement à la demande de ses 6 autres membres de la municipalité de Nyons. La suspension initiale prenait fin le 30 juin, mais selon le canton, les conditions pour son retour ne sont pas réunies. La procédure pénale pour violation du secret de fonction dans la municipale nyonnaise fait l'objet étant toujours en cours. Du côté de la municipalité de Nyons, contacté par notre rédaction, Daniel Rossella, le syndic de Nyons a précisé qu'aucun commentaire ne serait fait de la part de la municipalité, étant donné le caractère, je cite, hautement émotionnel de ce dossier. De son côté, Elise Beukel a envoyé un communiqué de presse écrite quelques minutes après l'annonce du Conseil d'État. La municipale suspendue explique prendre la nouvelle avec calme et résilience et qu'elle étudiera de manière approfondie l'opportunité de déposer un deuxième recours contre cette prolongation. L'élu verte dit regretter l'aggravation de la crise nyonnaise et précise qu'elle ne fera aucune déclaration publique supplémentaire pour le moment. Sur le plateau, nous recevons Olivier Fargeon, préfet du district de Nyons. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de passer ce moment en notre compagnie. Une nouvelle qui finalement n'en est pas vraiment une, étant donné que la situation reste la même. D'ailleurs, Olivier Fargeon, est-ce que c'est une bonne solution que cette affaire traîne ainsi ? Alors, je pense que tant que l'État et les cours de droit administratif et public n'ont pas rendu, c'est un dossier qui prend le temps qu'il doit pour toutes les analyses. Et puis là, de nouveau, je vais faire un peu comme les deux personnes que vous avez précitées. Je ne vais pas pouvoir me prononcer parce que, en fait, l'État ne fait que de mettre à disposition, en fait, un moyen qui dit, il y a des soucis, ils ont été considérés comme suffisamment importants pour demander une suspension. Dont acte. Oui, mais tout de même, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a une justice d'urgence ? Alors ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de justiciables qui pourraient vous le dire, parce que c'est vrai que, on voit, nous, on est commission de conciliation, on doit saisir dans les, 3 mois, une demande de conciliation, mais après, si on n'est pas d'accord avec nos jugements, les gens doivent attendre 10 à 12 mois pour aller au tribunal des baux. Donc voilà, la justice est des fois encombrée. Et puis je pense que c'est la même chose. C'est vrai que là, c'est un cas particulier parce que c'est assez médiatique. Et puis, mais il y a encore 6 personnes qui prennent des décisions. La municipalité n'est pas en déshérence. Oui, c'est un cas particulier, mais tout de même, c'est vrai qu'on sent ces casseroles qui traînent. Finalement, c'est quand même des risques qu'il y ait des fuites supplémentaires. Les municipaux qui doivent reprendre le travail de la collègue suspendue, des conseils émotionnels, ça va loin. Alors ça va loin, puis surtout, je pense que ni la municipalité ni le conseil ne prennent suffisamment de temps pour les affaires normales et urgentes. Je comprends la volonté d'avoir des informations spécifiques, que ça soit communiqué à la population, mais tant qu'on n'a pas d'informations, ça reste des éléments comme ça un peu aléatoires, et puis on peut forger un peu toutes les idées sur l'issue, mais pour l'instant, Mme Beukel est toujours considérée comme innocente. Elle ne peut pas siéger parce qu'il y a une décision qui a été prise à un moment donné. Et puis, je pense que tout le monde attend alors très clairement la fin de cette histoire. On entend beaucoup dire au sein du Conseil, on a beaucoup sollicité le préfet. C'est quoi votre rôle là-dedans ? Alors, mon rôle a été, au tout début, c'était plutôt de tenter les bons offices. Comme vous voyez, ça n'a pas bien fonctionné. Après, bien entendu, on a eu... Ça veut dire quoi, pardonnez-moi, tenter les bons offices ? Alors, la réunion, parce qu'on a eu une première intervention de la part de la municipalité, nous expliquant quels étaient un peu les griefs qu'ils avaient contre Mme Beukel. J'ai convoqué Mme Beukel, j'ai convoqué le syndic, donc c'est des discussions pour comprendre s'il y avait une possibilité, je dirais, de médiation ou de solution
qui pouvaient être trouvés à l'amiable. Ça n'a pas été le cas parce que très rapidement la municipalité a considéré qu'il fallait saisir le ministère public pour justement cette violation du secret de fonction. Et puis là, nous on sort du jeu parce que ça passe auprès du ministère public et puis eux décideront après réellement de l'ampleur et puis après de classer ou de dire à Mme Beuquel qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas admissible. Ça, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Après, la dernière chose qu'on a fait, c'est que le Conseil, bien entendu, a pris énormément d'informations en se disant, la commission de gestion, la présidente du Conseil, voilà, il y avait des demandes d'informations, notamment des dossiers qui ont été communiqués à certaines personnes. Il y a eu la loi sur l'information, enfin, c'est même plus que la loi sur l'information, c'est des possibilités que les commissions de gestion aient la possibilité d'avoir accès à certains documents. Après, le préfet doit trancher si tout d'un coup certains documents sont réellement, enfin, de nouveau faire de la médiation si des documents sont accessibles ou pas accessibles. On n'a pas été saisi pendant cette procédure. On sent quelque part que tout le monde est un peu mal à l'aise et dit circuler, il n'y a rien à voir, ou en tout cas, ce n'est pas de mon rôle. Je crois que c'est ce qui a été aussi le cas quand on est venu vous voir du côté de la municipalité de Nyon ou du Conseil, où il fallait justement se questionner sur qu'est-ce qu'on pouvait aujourd'hui sortir, notamment dans ce rapport de la COGES, quelles informations on pouvait ou non divulguer, et vous auriez dit, finalement, ce n'est pas mon rôle de faire ça. Non, parce que moi, je suis après la personne qui pourrait devoir être saisie par une des deux parties en disant j'ai pas reçu les documents, et puis après, moi, je dois étudier quels sont les documents. Donc, je ne peux pas être jugé partie. Donc voilà, de nouveau, le rôle est assez compliqué. Par contre, ils ont eu le soutien des deux côtés de la part des services du canton, notamment le service des communes qui a pu, la DIREC, maintenant ça s'appelle comme ceci, mais qui a pu donner des informations et puis définir exactement ce qui était accessible ou pas, avec la protection des données, et puis aussi le droit à l'information. Oui. Alors, sans prendre position, justement, mais parce que vous êtes aussi concerné, parce que vous vivez aussi cette crise de par vos fonctions. On entend par exemple dire, voilà, c'est des crises exceptionnelles, des situations exceptionnelles. Nous, la présidente du Conseil de Nyon dit, nous étions perdus, le préfet était perdu. On a l'impression que finalement, en politique, personne ne sait quoi faire. Alors, j'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'il y a eu des choses assez incroyables. C'est vrai que l'arrivée de Mme Beuquel au conseil communal, c'est vrai qu'elle m'envoyait un SMS, c'est peut-être mieux de me téléphoner. Moi, j'ai répondu 5 minutes après qu'elle soit partie, comme quoi elle avait le droit d'être présente. C'est un peu dommage, mais voilà. Des fois, c'est des problèmes de communication, puis surtout, on n'est pas habitué. Alors, il est vrai, il n'y a pas 40 000 affaires de ce type, heureusement. Sur le canton, il y a eu quelques histoires qui ont été sur Vevey, il y en a eu sur d'autres districts. Mais c'est vrai que c'est une chose qui ne nous permet pas, en tout cas, d'avoir des certitudes sur toutes les décisions qu'on prend. Puis on doit faire surtout très attention, parce que là, en plus, il y a de l'humain derrière. Ouais, des situations qui remettent aussi peut-être en cause le système. C'est le cas notamment du côté du canton. Le député Didier Laurie a déposé une motion qui concerne justement le rôle de la préfecture, intitulée « Sauvons le soldat préfecture, bras armés virtuel du Conseil d'État sans munitions ». Est-ce que ça fait mal quand on se sent comme ça attaqué ? Alors, je dirais oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Laurie. Voilà, je ne vais pas prendre position directement sur son texte. Je pense qu'il y a des éléments qui sont assez personnels, qui concernent M. Laurie, sur lesquels il y a eu des informations. Il y a eu une fois aussi, on lui a donné une information qui n'était pas tout à fait juste, alors qu'il n'a pas pénalisé dans ses droits, mais en fait, que je reconnais n'était pas juste. Sans rentrer dans le personnel, mais c'est vrai que, par exemple... Mais d'un autre côté... Didier Laurie demande une modification de la loi, notamment sur les préfets et les préfectures, afin de clarifier et préciser leurs compétences. Donc mais là je crois aussi, on a l'impression qu'il y a une inconnue sur le rôle du préfet. Non, je crois qu'elles sont assez clarifiées. Il existe 2 lois qui les mentionnent assez fortement. Il y a la loi sur les préfets et les préfectures. On retrouve le rôle, les charges, les obligations des préfets. Et puis, il y a la loi sur les communes, où je pense qu'il doit être cité une trentaine de fois le préfet sur son rôle, ses compétences et puis ses actions. Et puis après, de dire, je l'ai aussi lu son interpellation, qu'on a un manque de soutien. C'est pas vrai, on a pratiquement tout le canton. Et simplement, on ne peut pas toujours réagir excessivement vite parce qu'il n'y a pas que la commune de Nyon ou un dossier spécifique. On doit travailler après. La solution qui serait proposée, notamment, ce serait de dire, fini le préfet territorial. Aujourd'hui, on pourrait avoir des référents spécialisés selon les thématiques parce que les dossiers deviennent aussi très complexes. Est-ce que vous serez d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Je pense cette idée a été réfléchie en 2008 quand il y a eu les modifications justement des préfets, le nombre de districts, et puis le Grand Conseil a décidé, alors j'espère dans sa grande sagesse, et puis ça m'arrange, de pouvoir définir la manière dont c'était les préfets, et non pas que des avocats ou des juristes, mais des gens qui avaient
en fait des compétences totalement différentes qui peuvent échanger, qui ne sont peut-être pas à chaque fois à 100% spécialistes d'un dossier, mais qui ont la possibilité aussi d'être un peu sur le terrain, peut-être un peu les pieds dans la terre comme un préfet des champs, et puis qui, de temps en temps, donnent des informations qui sont plus pragmatiques que celles que certains juristes. Puis à part ça, c'est vrai, pour avoir pratiqué quelques avocats et en pratiqué régulièrement, vous avez 2 avocats, vous êtes des fois aussi 2 visions différentes. Oui, tout à fait. J'aimerais prendre un peu de distance et finalement s'éloigner de Nyon, du cas particulier de Nyon, pour revenir finalement sur cette législature qui a commencé, une législature mouvementée dans plusieurs communes, avec notamment des départs aussi de municipaux, notamment à Levaux, Chantal Landéro, aussi des affaires qui sont en cours pénalement, non seulement à Nyon, mais aussi à Perrois. Est-ce que vous avez été sollicité plus que d'habitude dans ce départ de législature? Alors moi, je n'ai pas suffisamment d'expérience, avec 2 ans que je suis là. Mais en ayant été municipal, je pense que oui, on a eu un peu plus d'affaires sur le district. Mais en règle générale, sur l'ensemble, pour avoir discuté avec mes autres collègues, mes 13 autres collègues préfets et préfètes, non, je ne pense pas qu'il y a plus d'affaires. Simplement ici, c'est vrai qu'elles se sont peut-être un peu accumulées. Et puis, ça nous a pris du temps. Tant à Mme Thurin qu'à moi-même, pour pouvoir répondre, asseoir. Et puis il y avait des attentes des municipaux. Après, on ne répond pas toujours dans le sens, ça c'est clair. Ouais, vous-même, vous avez été municipal, monsieur Olivier Fargeon. Est-ce que là, il n'y a pas un certain essoufflement dans la région du rôle d'un exécutif qui se voit aujourd'hui, qui a quelque part le mauvais rôle, mauvaise presse, et qui a un certain essoufflement? Est-ce que vous analysez la situation aussi de la sorte? Alors, je dirais oui et non. On a constaté en tout cas que pour les élections, il y avait énormément de candidats. Il y a très peu de communes qui n'avaient pas de candidats. Donc l'intérêt était là. Après, je pense qu'il y a aussi la différence entre de voir le rôle et puis d'exercer le rôle. Il y a des fois une marge qui est assez haute, puis on peut être surpris de la tâche, de l'ampleur, des responsabilités. Et puis, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Là, on a eu sur le district 26... Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on devrait aujourd'hui réduire le temps de travail des municipaux ou l'augmenter parce que justement leur charge est beaucoup plus grande que ce qu'elles demandent, ou alors avoir plus de municipaux? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, la loi permet déjà d'avoir plus de municipaux. Dans la loi, c'est marqué 3, 5, 7 ou 9. Donc voilà, mais c'est les conseils communaux ou généraux qui décident. Après, d'augmenter le temps de travail, je pense que oui, il y a des personnes qui, en tout cas, ne sont pas rétribuées pour pouvoir faire autant. Moi, ma plus grande crainte, clairement, c'est d'avoir un moment, peut-être, une municipalité qui ne représente qu'une communauté. Voilà, peut-être, parce que des gens au niveau professionnel ne pourront plus faire ceci. Certaines franges de la population ne pourront plus donner parce que leurs patrons ne seront pas d'accord. Et puis, on n'aurait qu'un type de municipalité. Et ça, c'est dommage pour la culture du débat, pour la vision globale, pour la représentation du tissu local. Et ça, pour moi, c'est le grand problème que je vois. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Oui. Olivier Fargeon, préfet du district de Nyon, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Est-ce que vous aurez le temps d'aller à Paléo? Ah oui. Alors ça, je vais prendre du temps, c'est le soir. Ouais, bon, très bien. Ça ne compte pas dans les heures de travail, c'est ça? Mais je suis à 50%. Oui, puisqu'on vous appelle. Oui, et puis je suis à 50%, donc je n'aurai pas de temps. Bon, Alexandre, fais-nous visiter ce terrain, ce nouveau terrain du Paléo. Oui, Andrea, eh bien là, tu vois, je me trouve sur le podium avec la vue sur la grande scène qui est là, qui est en train d'être construite. Et je suis en compagnie donc de Stéphane Piton, qui est le responsable des infrastructures à Paléo. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Alors, on voit cette grande scène, ce qui ressemble à une grande scène, parce que pour l'instant, alors c'est vrai, Andrea, tu as juste loupé. Il y avait des ouvriers tout à l'heure qui étaient en train de travailler, mais là, c'est la pause de midi. Bon, Stéphane, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à J-20 de Paléo. Comment ça va? Comment ça se passe ce montage? Mais tout se passe très bien. On a une météo de rêve. La planification est respectée, puis on est tellement contents de se retrouver tous ensemble que c'est une joie permanente. Ouais, de retrouver les équipes, de retrouver cet esprit du montage et puis de retrouver cette plaine de Lasse après 2 années blanches. On va visiter un petit peu ce terrain ensemble, mais il y a combien de personnes qui travaillent en ce moment, là maintenant à J-20 à Paléo? Il y a combien de personnes qui s'activent? Alors aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent, je ne peux pas dire, mais il y a 300 personnes qui mangent à midi. Et on part d'idée que tout le monde travaille ou tout le monde a une activité. Ouais. Mais pour le chantier, entre les entreprises et il y a 200 personnes à peu près. 200 personnes à peu près. Alors voilà, la terrasse que tu dois connaître aussi, Andrea. Et puis alors, une des nouveautés, Stéphane, je vous arrête, mais là-bas, on entrevoit le dôme donc, du Village du Monde. Une des particularités, vous me disiez tout à l'heure, c'est que cette scène-là, par exemple, a été tournée pour que toutes les scènes
convergent vers le centre, ou en tout cas le son des scènes converge vers le centre, c'est ça? Ouais, on a dû faire un réaménagement, c'était un choix, mais une contrainte au départ qui est devenue une opportunité. On a réaménagé l'ensemble du site. Et effectivement, le quartier du Village du Monde, lui a fait faire un quart de tour, et toutes les scènes avec ça donnent à l'intérieur du site. Ouais, d'accord. Et donc là, alors bon, le terrain est encore vierge, mais alors c'est vrai que la particularité, on va en parler, c'est ce nouvel aménagement de terrain, puisque du coup, eh bien, il a le chantier du train Nyon-Saint-Cergue qui vous a grappillé un tout petit peu de terrain, et donc du coup, vous avez décidé de l'élargir au nord, c'est ça? C'est ça, on a profité, on a transformé une contrainte en une opportunité, et là, on a... si on veut faire comme tout le monde connaît le terrain, si on trace une ligne virtuelle entre la fontaine de l'entrée et le Village du Monde, la ligne virtuelle, tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne, c'est les vieux quartiers, c'est l'historique, le forum, le club Teinte, la grande scène. Ouais, tout ce qui est en dessus, c'est nouveau, c'est un nouvel aménagement. On garde des principes généraux, mais c'est nouveau. Ouais. C'est plus grand, il y a plus de place, ça sera plus aéré. Oui, donc ça veut dire que ce sera plus agréable pour le festivalier, pour circuler dans Paléo, c'est ça? D'une part, il y aura plus de place, il y aura plus de circulation possible, de facilité, mais l'offre est agrandie également, et on a vraiment plus de place et tellement de nouveautés qu'on va aiguiser la curiosité. Alors, on va juste laisser passer, voilà le camion. Bah ouais, comme tu vois, Andrea, ça s'active déjà sur cette fourmilière qui est devenue cette plaine de Las à J-20. On va se diriger justement vers une partie du terrain qui est nouveau, la nouvelle scène. Mais juste avant d'en parler, Stéphane, je voulais savoir aussi, avec les entreprises, les fournisseurs, les constructeurs, c'est vrai qu'on a entendu pas mal de festivals nous dire qu'il y avait des problèmes avec le Covid, notamment l'approvisionnement en matières premières, les contrats avec certaines entreprises. Qu'en est-il à Paléo? C'est la réalité vraie, quotidienne. Tous les jours, on rencontre des difficultés. Le travailler ensemble est plus difficile parce qu'on a peut-être perdu un peu l'habitude, mais aussi parce que les entreprises ont perdu du savoir-faire. Il y a des gens qui ont disparu, des entreprises qui ont disparu. Et ces difficultés d'approvisionnement font que tout ça, c'est des contraintes pour nous. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est quand le spectateur arrive, ça soit propre, terminé, et puis que le show puisse avoir lieu. Et que le show puisse avoir lieu. Et du show, eh bien, il va y en avoir juste ici. Regarde, Andrea, ça, c'est tout nouveau. Avant, Stéphane, ici, il y avait en fait la scène des Arches. Mais là, du coup, la disposition est différente puisque la nouvelle scène va se trouver juste ici, là où il y avait du public avant. Alors, c'est quoi cette scène? C'est un quartier Belleville dédié aux musiques électroniques. Là, on est à l'arrière de la scène. Vraiment tout un décor, une immersion totale d'un quartier dédié à la musique électronique. Et c'est une première, on se réjouit d'avoir cet immense décor et ces DJ dédiés à une musique et à un style bien précis. Donc, vous dites un quartier, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va y avoir autour de cette scène? Il y a déjà un espace, il y a une scène, il y a un espace, il y a un décor, il y a un immense bar qu'on voit à l'arrière avec bien sûr un DJ qui va pouvoir jouer, un décor immersif, des stands, une thématique nourriture, des couleurs, des odeurs propres à ce style musical. Eh ben, merci Stéphane. Et alors, pour la suite des nouveautés, Andrea, eh bien, ce sera juste là-bas derrière, justement cette scène qui remplace effectivement les Arches, eh ben, elle est plus haut avec notamment des têtes d'affiche qui vont jouer là-bas. Eh bien, puisqu'on a un petit moment pour marcher sur cette plaine de Las, eh ben, je te retrouve tout à l'heure pour te la présenter. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et oui, c'est bientôt les vacances, mais êtes-vous prêts pour le décollage? Du côté de l'aéroport de Genève, l'été s'annonce chargé et tendu. Dans le ciel, des annulations de vols sont annoncées depuis plusieurs jours, faute aux tensions sur le secteur aérien international et au manque d'effectifs. On en parle avec notre invité, Ignace Chandra. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint chef service communication et porte-parole de l'aéroport de Genève. Alors, l'aéroport de Genève, évidemment, se dit prêt. Il ne va pas nous dire le contraire, mais quel est le défi pour vous pour cet été? Peut-être qu'on va commencer d'abord par la bonne nouvelle, c'est qu'on assiste à une forte demande de voyage, la population a envie d'aller à l'étranger et c'est assez spectaculaire. Si je donne 2 chiffres, en janvier, 600 000 voyageurs, 50% du trafic avant Covid. Là, ce mois de juin, 80% du trafic d'avant Covid, 1 200 000 voyageurs. Et juillet et août, selon nos prévisions, à Genève Aéroport, on sera de l'ordre de 90%, avec des journées peut-être à 100%
du trafic d'avant la crise. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, on est vite refroidi, hein, parce qu'on nous annonce plein de suppressions de vols, plein de compagnies qui nous annoncent des suppressions. Donc là, c'est la douche froide. Après, effectivement, il vient les difficultés. Ouais. Nous nous sommes préparés le mieux possible à cet événement. Genève Aéroport a une caractéristique, c'est qu'il a une saison d'hiver assez forte. Donc on a eu en février et en mars déjà un gros trafic. On a connu, il est vrai, des journées un petit peu difficiles. Cela a permis de nous alerter, de nous dire voilà où sont nos manques, voilà où on est un peu juste en personnel. Nous, Genève Aéroport, mais aussi toutes les entreprises qui y travaillent, y compris les compagnies qui sont en soutien des compagnies aériennes, type Swissport ou Denata. Tous ensemble, on a engagé des effectifs et on se pense prêt. Mais Genève Aéroport n'est pas tout seul, ce n'est pas une planète isolée dans le monde aérien. On est à la merci de beaucoup de défis. Alors la liste est assez longue cette année. Ces incertitudes, justement, comment vous les gérez? Parce que quelque part, vous êtes aussi dépendant des annonces qui sont faites au compte-gouttes. On peut citer Suisse, qui il y a quelques jours a communiqué aussi des suppressions qui s'annoncent même jusqu'en automne. Donc là, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que vous avez du personnel qui attend en stand-by? Comment ça se passe? Non, on est à la merci des effets collatéraux, des problèmes qui peuvent survenir. Et ces problèmes, pour en faire une petite liste, c'est tous les aéroports et les compagnies aériennes qui manquent de personnel et qui peuvent vivre des retards. Regardons plutôt vers le nord de l'Europe, Pays-Bas, Grande-Bretagne. Après, il y a des congestions dans le ciel aérien, c'est-à-dire qu'il y a des sites d'aiguilleurs du ciel qui sont soit en sous-effectif, soit avec des contingences techniques, et donc il y a des bouchons quelque part dans le ciel, et on les connaît déjà, Karlsruhe, Prague, etc. Donc c'est-à-dire que c'est les destinations qu'il faudrait éviter, c'est ça? C'est pas tellement les destinations. À un moment ou à un autre, un avion qui part vers le nord, il passe par le contrôle aérien de Reims ou Karlsruhe est un peu sur le grand axe de l'été, c'est-à-dire Grande-Bretagne vers la Grèce. Donc, s'il y a des congestions, il y a des bouchons, donc des retards. Après, vous avez un climat social qui est assez tendu. Exemple, aujourd'hui, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est en grève, aujourd'hui et demain. Vous avez beaucoup de problèmes comme ça. Et donc, cette conjonction de problèmes, et si on y ajoute quelque chose qui est peut-être d'une évidence, la météo. Cet après-midi, aujourd'hui, on annonce de gros orages sur la région, mais aussi sur l'Europe. Tout cela peut entraîner des retards. Ouais. Des tensions aussi, pardonnez-moi, aussi même au sein de l'aéroport Genève, puisqu'il y avait eu aussi tout ce secteur aérien qui était complètement à l'arrêt. Comment on gère ça sans vouloir vous taper sur les doigts? C'est pas ça le but, mais finalement, on sent qu'il y a beaucoup d'émotionnel aussi. Les gens veulent tout simplement partir en vacances quand ils ne peuvent pas. J'aimerais savoir comment vous gérez ça émotionnellement quand les gens sont là, vu que vous êtes aussi porte-parole. On sent votre bonne volonté de bien communiquer, mais comment on gère ça? Ah oui, il y a des moments dans la journée où effectivement il y a des congestions, des queues qui sont un peu plus longues. Et là, il y a tout un travail d'accompagnement des staffs et des équipes pour essayer de donner un peu plus de fluidité à la queue, si on ose dire. Et puis, il y a un temps de patience qu'il faut avoir. Il y aura, et il faut le savoir, des moments où ce sera un petit peu tendu, avec des temps d'attente. Alors, la recommandation, c'est venez un peu plus tôt que d'habitude. On va dire entre 2h30 et 3h. Ne venez pas 5 heures à l'avance, ça ne sert à rien, mais par contre, oubliez l'idée de venir en 1 heure, je vais tout faire. Non, 2h30, 3h, c'est une bonne recommandation. Préparez-vous bien tous vos papiers. J'en paraît enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même mieux d'avoir tous ces papiers et au moment du check-in de sortir tous les éléments. N'oubliez pas la dimension Covid. Il y a quand même encore un certain nombre de pays qui ont des exigences particulières, qui exigent le port du masque ou un document particulier. C'est moins le cas en Europe, mais la situation pourrait évoluer. Il y a un site qui est très utile, qui s'appelle traveldoc.aero, qui donne une information à jour de la situation sanitaire dans les pays. Surveillez vos emails, vos SMS de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voler, parce que c'est là qu'elle vous annoncera soit des exigences en documents ou en papier sanitaire, et peut-être aussi vous annoncera une nouvelle moins heureuse, quelques jours à l'avance en vous disant peut-être le vol de 8 heures, il ne sera pas à 8 heures, mais il sera à 15 heures, ou plus malheureusement peut-être en dernière minute, dans les dernières 48 heures, que le vol est annulé. Ouais. S'il est annulé, justement, je sais qu'on peut aujourd'hui aussi demander à se faire rembourser. Quelles sont les conditions? Alors, ça dépend du temps d'annonce. Si c'est avant 15 jours avant le départ ou après 15 jours avant le départ, là, il y a de nombreux sites qui renseignent, mais je pense qu'il faudra faire preuve de patience. On a vu, hélas, pendant la période du Covid, des compagnies aériennes pas très
prompte à répondre aux passagers. Effectivement, c'est une sorte de chemin de croix quand même que le remboursement des vols, tout le monde l'a vécu ces 3 dernières années. Ouais. Ignace Janara, adjoint chef du service communication, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et merci pour toutes ces infos services. Bon été à vous. Très bon été. En culture, demandez le programme du Jval. Il est là, il a été annoncé, il est encore tout chaud. Le Festival Open Air de Beugnet a dévoilé l'affiche de sa 17e édition qu'on va découvrir ensemble. Wolfgang, Willow, Canet, Cross ou encore un invité mystère qui seront dans le vignoble de Sarro-Dessus. Nicolas Jones, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors rendez-vous du 25 au 27 août. Pourquoi annoncer cette édition piquante ? Alors tout d'abord, on a notre visuel, notre affiche qui est pleine de picots. La volonté de notre graphiste Mona était de symboliser un peu la Renaissance. On avait fait une édition poney l'année passée. On voulait que le cheval renaisse, redevienne grand à sa pleine taille. Et c'est vraiment, je pense, le mot d'ordre de cette édition qui aura une certaine forme de normalitude à cet aspect-là. Oui, on l'entend, on vit tous la même chose, que ce soit à l'aéroport de Genève ou alors au Jval. Un retour à la normalité, mais quand même des mesures qui pourraient revenir, des certaines incertitudes. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est finalement une petite structure comme le Jval? Petite et n'est pas dénigrante, mais c'est que finalement, le nombre de personnes qui travaillent pour le Jval est réduit. Alors, on fait au mieux, on prépare en fait depuis quand même assez longtemps. À notre échelle, un festival se prépare déjà dans les semaines qui suivent l'édition qui vient de se terminer. Donc une année à l'avance, on démarre. Maintenant, on a aussi pu faire cette édition plus petite l'année passée. On a pris un peu d'expérience. On reste confiant et puis on avance comme ça. Maintenant, on rencontre aussi les mêmes difficultés que d'autres festivals. Notamment, on l'a mentionné tout à l'heure avec le Paléo, pour tout ce qui est des fournisseurs où il y a eu beaucoup de changements, où une partie des collaborateurs ne sont peut-être plus là. Voilà, on essaie de s'adapter avec ça et on essaie aussi de transformer ça et d'en faire des opportunités. Ouais, de ces apprentissages, qu'est-ce que vous retenez, par exemple, les bonnes astuces que vous avez gardées de cette édition précédente? Justement, c'est ça quand je disais normal mais pas normal. On a l'année passée eu une scène qui était plus petite, vu que justement on faisait cette édition réduite. Et on va rester avec la même scène qu'on a trouvée finalement plus harmonieuse avec le cadre où on était. Et globalement, on va aussi réduire un tout petit peu la jauge d'entrée. Parce qu'on se disait que c'était bien d'avoir un peu de place sur le terrain et de pouvoir un peu plus profiter de ce cadre unique où on est dans les jardins au milieu des vignes et vraiment on est de la place et pas qu'on soit serré comme des sardines. Donc, ouais, le cheval est séduit aussi par cet aspect plus d'intimité entre les festivaliers et puis les artistes, c'est ça? Oui, clairement. Ça a toujours fait partie de ce qui nous caractérisait, d'être proche des artistes et vice-versa, les artistes du public. Donc on essaie de garder cette dimension humaine. Je pense que si on peut tous, à un moment donné, juste prendre la menthe qui est dans le jardin et mettre directement dans le mojito, c'est assez sympa. C'est un joli moment faire poétique. Le travail à votre place, c'est ça? Non, c'est pas Je vous embête, Nicolas. Bon, on va découvrir cette programmation ensemble. Qu'est-ce qui vous donne envie et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui préciser aux gens? Tout me donne envie, et je pense que tout le monde vous dira ça dans le comité. On a une édition qui touche un petit peu plus peut-être au hip-hop, mais sous sa forme moderne, qui justement traverse un peu les genres. On ne reste pas cantonné dans le hip-hop. Et je pense que c'est un bout de fil conducteur qui va y avoir tout le long. Et l'autre fil conducteur, c'est probablement que c'est énormément de projets qui sont nés ou qui ont été modifiés par la période du Covid. L'année passée, on a eu le plaisir de se retrouver avec les festivaliers. Cette année, c'est plutôt les artistes qui peuvent enfin présenter ces projets qui sont parfois vraiment nés. Il y a un des groupes olympiques Antigua qui est né de cette période de pandémie. Et donc voilà, on se réjouit d'écouter ça. Maintenant, tous les groupes sont superbes. On a notamment cette découverte anglaise Willow Kane qui arrive le dernier soir pour le dernier concert. Elle évolue dans un monde un peu de drum and bass, mais en réalité, elle n'est pas musicienne à la base. Un jour, elle fait de la drum and bass, le lendemain, elle est dans du hip-hop, et ça change en permanence. Et c'est typiquement quelqu'un qui a été découvert en Angleterre tout au début de la pandémie et qui donc n'a encore pas vraiment fait de concert, mais qui, online, sur les plateformes, est très écouté. Ouais. Donc voilà, ça va être assez Le sympa. Jval devient aussi une scène d'expérimentation où les artistes peuvent expérimenter des choses, où ils ont cette liberté-là aussi, peut-être de se casser la figure? Je pense, oui, et je dirais même que ça l'a toujours un petit peu été. On a toujours cherché des artistes qui avaient des projets qui étaient sur le point d'arriver ou qui venaient d'arriver. Et certaines fois, oui, on a eu des groupes qui se sont permis d'expérimenter, des fois pour le meilleur, parfois pour des séances un peu plus compliquées. Mais ça fait partie du charme. Et ouais, je sais que vous n'allez pas me dévoiler cet artiste surprise, mais donnez-nous peut-être, 2 indices. On va être dans le même univers que l'autre artiste qui vient le même soir, à savoir Silence. On va être dans une sorte de hip-hop francophone. Et peut-être l'autre indice, c'est que c'est la plus grosse tête d'affiche qu'on n'aura jamais faite.
Pour notre festival, ça veut vraiment dire beaucoup à notre échelle de pouvoir une fois avoir quelqu'un qui, je pense, vraiment beaucoup de gens connaîtront. Ça va être exceptionnel, c'est vraiment un moment très particulier. On vous donne rendez-vous le 11 juillet pour dévoiler ça. Venez nous suivre sur les réseaux. D'accord. Voilà. Il le garde bien au chaud, vous avez peur de vous le faire piquer, c'est ça? Un petit peu. Il est programmé ailleurs, troisième indice. Voilà, troisième indice, c'est peut-être ça. Je n'en dirai pas plus. D'accord, très bien. Et je vois que vous êtes venu avec... Toujours, nos plectres. Le plectre qui est là. Où est-ce qu'on peut les trouver et comment on fait pour les billets, toutes les infos? Alors, tout est sur notre site jval.ch. Les plectres, on en distribue un peu partout. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On vous en envoie volontiers quelques-uns. Nicolas Jones, merci beaucoup. Rendez-vous donc du 25 au 27 août. Pour l'instant, on retourne à cette visite du Paléo. Est-ce que vous aurez le temps d'y aller? Est-ce que vous vous réjouissez aussi de retrouver le festival? Alors, énormément. Il se trouve que je vais être en vacances pendant le début du Paléo, mais je reviens le dimanche et on filera directement. C'est déjà au programme. Voilà. Alors, Alexandre, dis-nous tout. Alors, regarde où je me trouve, Andrea. Là, tu connais, tu vois l'étoile rouge. Eh bien, je suis au quartier Lorient, donc au nord-est du terrain de la Plaine de Las. Mais alors, Stéphane, là, on est encore sur le terrain qu'on connaît à Paléo. Mais attention, là, voilà, Andrea, je franchis la limite. Et là, avec Stéphane, eh bien, on rentre sur la partie, en fait, toute nouvelle, qui n'avait jamais été exploitée par Paléo ici. Alors, qu'est-ce qui va être fait là, Stéphane? Effectivement, on est dans un nouveau territoire ici, en haut du quartier Lorient, quartier latin. On a une immense place. Difficile à imaginer aujourd'hui, ça sera la place de l'Envol. Et au cœur de la place de l'Envol, il y aura l'arbre aux papillons. Et ça ne se raconte pas, ça doit se vivre. Ça ne se raconte pas, ça doit se vivre. Et alors, regarde, pour te situer, tu vas voir derrière moi, Andrea. Eh bien, ici, c'est le chantier, justement, du train Nyon-Saint-Cergue. Mais ce qui est magnifique, parce que la plus grosse nouveauté, Stéphane, on va aller la voir ensemble. Eh bien, regarde, Andrea, c'est cette scène ici. Alors, Stéphane, il y a une arche. Ça ne ressemblerait pas à la scène des Arches. Est-ce que la scène des Arches ne serait pas simplement délocalisée ici au nord du terrain à Paléo? Vous imaginez un petit peu cette scène, cette construction, qui est une première, en tout cas chez nous. La scène des Arches qu'on a connue par le passé, on arriverait à mettre 2 scènes des Arches dans cette immense superstructure. D'accord. Et donc là, alors, c'est vrai que ce qui est bien, enfin, ce qui est sympa qu'on découvre là, c'est que le terrain est un peu en pente. Et puis là, on voit justement ce podium. Vous me disiez avant, sur le ton de l'humour, mais en fait, c'est vrai, c'est qu'on dirait des arènes naturelles ici. Ouais, la topologie nous a incité à faire ça. On se rend compte que c'est naturel de mettre cette scène ici. Naturel parce qu'on a un terrain qui est magnifique, très large, très espacé, une belle pente. Et on a des conditions d'accueil pour les artistes incroyables et pour le public complètement fou. Ouais, donc en fait, le type d'artistes qu'on va retrouver ici, ce sont les têtes d'affiche qu'on avait l'habitude, Stéphane, de voir aux Arches, hein, c'est ça? Oui, et dont les productions étaient parfois trop lourdes pour accueillir aux Arches. Et là, on peut se permettre de l'accueil d'artistes de plus haut niveau. Et on se réjouit notamment mardi soir de voir M, qui va être un concert complètement fou sur cette scène. Ah ben voilà, M qui va donc inaugurer cette scène. Rappelez-moi le nom quand même. La scène Vega. La scène Vega. Vega, c'est une constellation, c'est une étoile et ça nous fait penser parce qu'on a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. La tête dans les étoiles pour cette future édition de Paléo. Stéphane, avant de se quitter, est-ce qu'il y a une petite anecdote à raconter sur ces montages cette année, sur la reprise des montages de Paléo? Il y a 1000 anecdotes. Là, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le travailler ensemble. Et quel bonheur de se retrouver, les bénévoles, les anciens, les nouveaux bénévoles, les entreprises qui reviennent et se travailler ensemble. C'est un savoir-faire incroyable, des festivals, de l'événementiel. Et juste le bonheur et le sourire de voir sur la tête de tous ces gens, à l'heure du repas, à l'heure de fin de journée, ils sont cassés, ils sont fracassés parce qu'ils travaillent fort. Il fait chaud, mais quel bonheur de les revoir et de se retrouver. Il n'y a pas eu de complications pour l'instant? Mais bien sûr que non, il n'y a jamais de complications après Paléo. Il y a tous les jours des complications, mais ça fait partie du show. Ça fait partie du show. Eh bien, Stéphane Piton, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bon courage pour du coup le montage de toutes ces infrastructures et puis de toute cette nouvelle partie. Et puis, Andrea, je profite aussi pour te dire qu'aujourd'hui, eh bien, la grille horaire de Paléo a été dévoilée. C'est pour ça que Stéphane nous disait, bah oui, ce sera M qui sera ici sur cette nouvelle scène Vega. On peut savoir où seront les artistes, à quelle heure, sur quelle scène, voilà, sur paléo.ch, bien entendu. Et puis, je me réjouis de te retrouver, toi, Andrea, et de retrouver toute l'équipe d'NRTV qui sera tous les jours à Paléo et qui fera des émissions quotidiennes depuis la Plaine de Las. Donc, Stéphane,
Stéphane, on aura l'occasion de se revoir, je pense. On se réjouit de vous accueillir. Très bien. Alors, à plus tard, Andrea. Belle journée. Merci beaucoup, Alexandre. Oui, c'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, mais on se réjouit de se retrouver à Paléo. C'est vrai qu'on a du mal à y croire, hein. Il y a eu Caribana, le Jval, Paléo qui arrive, tous ces festivals, mais ça fait du bien. On se réjouit de se retrouver sur place, Alexandre. Tu l'as dit, tous les jours, une émission spéciale qui sera diffusée sur Nyon Région Télévision. L'occasion aussi de remercier toute la rédaction. Rodion au son, je ne sais pas si on aura l'occasion de lui dire un petit coucou en régie. Rodolphe aussi également au son. Rodion à la réalisation, pardon. Et puis Florian Cavalieri, rédacteur en chef. Merci à la maison d'avoir été avec nous. Ils sont là, ils sont beaux. Merci. Voilà, parce que rien de tout ça ne serait possible sans notre équipe à nous. Ils sont là, vous n'avez pas l'habitude de les voir, donc ça fait plaisir de se dire coucou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve, on l'a dit, à Paléo. Très bel été à tous.